Bienvenue à la conférence Le Roseau dans la construction. Je m'appelle Katharina Brock, je suis la coordinatrice du Centre de ressources Envirobat Grand Est Énergie.pro. C'est à l'INSA et nous sommes financés par l'ADEME et la région Grand Est pour faire la promotion du bâtiment durable auprès des professionnels du bâtiment. Avant de passer la parole à nos deux intervenants, j'aimerais bien juste vous dire quelques règles du jeu. Alors, la présentation des deux durera environ 1h15, pendant laquelle je vous prie de couper vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, merci de nous les écrire dans le chat. Après l'intervention, vous pouvez poser des questions en direct à l'intervenant. La conférence est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse, vous pourrez couper votre caméra. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux intervenants. Il y a Louise Debout. C'est un super grand plaisir de te présenter, Louise, parce qu'en fait, Louise fait partie de la première année qui fait son diplôme des études architecte-ingénieur à l'INSA. C'est tout nouveau, c'est tout frais, et Louise a fait architecture et génie civil. Et le travail qu'elle nous montrera fait partie de son projet de fin d'études pour la partie génie civil. Mais elle va vous expliquer ça plus. Et l'autre intervenant, c'est Manuel Zepfel, qui fait partie de l'entreprise Bâti Libre, une entreprise qui travaille, hello, oui, qui fait des travaux très très intéressants, notamment avec le roseau. Et Manu va nous présenter Bâti Libre après. Où vous trouvez aussi une fiche sur la rénovation biosourcée d'une maison à Neuville-Villars-les-Savernes que Bâti Libre a fait avec du roseau, entre autres. Nos films, cette conférence est filmée, elle sera sur notre chaîne YouTube, aussi comme les autres films, et le podcast sera sur SoundCloud. Sinon, vous pourrez nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Ok, maintenant je passe la parole à toi, Louise. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste me présenter rapidement. Donc, comme l'a dit Katharina, je m'appelle Louise Debout, je suis étudiante en fin de cursus de master de génie civil et d'architecture à l'INSA de Strasbourg. Et en fait, ce travail sur le roseau est la conclusion en fait, de mon projet de fin d'études en génie civil que j'ai pu réaliser avec le Parc naturel des Vosges du Nord depuis novembre 2019 jusqu'à mars 2019. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer. Je voudrais juste vous remercier tous d'être là pour cette conférence et j'espère que le contenu vous conviendra. Alors tout d'abord, dans ce travail, nous allons faire un point en fait où en est le roseau dans la construction aujourd'hui. Un état de l'art a été fait pour voir où en est ce produit de construction, mais aussi pour voir les études de potentialité qui sont envisagées. Mais bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir. Des propositions de développement et de mise en œuvre vous êtes proposées, mais il faut bien sûr savoir qu'elles sont en accord avec des choix du parc, bien sûr, et que ces solutions restent expérimentales et aujourd'hui sans assurance. Le but de cette conférence est donc de vous présenter un matériau local, biosourcé, qui aujourd'hui est un peu tombé en désuétude, de vous donner envie de pouvoir construire avec ce matériau et surtout de motiver le public pour aider à son développement et élargir son utilisation. Tout d'abord, il était important pour moi de vous rappeler quelques enjeux de demain pour la construction. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la construction est l'un des premiers consommateurs d'énergie. Cela représente 44% des consommations. Mais également, à cause notamment parce que les bâtiments sont mal isolés, cela représente 22% des émissions de gaz à effet de serre. Pour moi et pour le parc, il était donc important d'essayer de vous présenter un nouveau matériau local, mais aussi biosourcé, qui va pouvoir avoir une certaine performance énergétique, mais aussi économique pour que chacun puisse l'adopter. Le but est également qu'il ait un faible bilan carbone au vu de la RT 2020 qui est à venir, mais aussi de prendre en compte le confort d'été au vu du réchauffement climatique. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, concernant la dommage et ouvrages, on compte 250 000 sinistres par an. Le chiffre d'affaires étant de 120 milliards d'euros en France, on estime à environ 10% de ce chiffre d'affaires qui est dû à de la non-qualité.
Proposer un nouveau matériau dans la construction nécessite donc de faire attention à la mise en œuvre que l'on propose. C'est ce que nous avons essayé de faire avec ce travail. Pour ce qui est des volontés du parc, la priorité était d'utiliser un matériau qui aujourd'hui est vu comme un déchet ou matériau connexe. Je vais vous expliquer un peu plus ultérieurement pourquoi on parle de matériaux connexes. Ensuite, bien sûr, la priorité est donnée à l'éco-rénovation du bâti ancien, c'est-à-dire le bâti qui va être construit avant 1948. L'objectif du développement du roseau est dans un premier temps de développer une filière à l'échelle locale et, si possible, de rendre accessible la technique à tous. Donc, le but de ce travail était de pouvoir rédiger un carnet qui devrait être publié ultérieurement par le parc. Il a pour but, dans un premier temps, de vous expliquer pourquoi il est intéressant d'utiliser le roseau dans la construction. Mais ensuite, comment l'utiliser? Pour ça, un état de l'art a été fait sous forme de tableaux comparatifs qui vous seront présentés. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'entreprise Bâti Libre, partenaire du projet, avec lesquels j'ai réalisé des études de cas et qui vous seront présentées en deuxième partie de cette conférence par Manuel Zetfeld. Et enfin, j'ai également proposé des tests de composition de murs dont je vous exposerai les résultats. Tout d'abord, pourquoi utiliser le roseau dans la construction? Alors, il est tout d'abord important de prendre conscience que l'espèce du roseau la plus présente sur le parc est celle en fait, dont on va parler au cours de tout cet exposé, est le Phragmite australis, aussi appelé roseau commun. C'est ce roseau avec le plumeau que vous pouvez voir sur la photographie. Il est intéressant notamment puisqu'il ne nécessite aucun traitement, il n'est pas comestible par les rongeurs, mais aussi parce qu'il ne va pas empiéter sur les terres agricoles, vu que c'est un roseau qui pousse naturellement en milieu humide. De plus, il est réutilisable, recyclable et compostable, ce qui n'est pas négligeable au vu d'un matériau de la construction. Par ailleurs, il possède également des enjeux écologiques. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le roseau peut être utilisé pour assainir l'eau avec le système de phytoépuration qui se base sur les éléments présents dans ses rhizomes, dans ses racines. Ici, quelques chiffres clés vous sont donnés pour le nombre de mètres carrés nécessaires si vous voulez mettre en place ce type de phytoépuration. Ensuite, il est aussi intéressant de préserver la roselière puisqu'elle abrite en fait une faune et une faune particulières. Vous avez quelques exemples ici des oiseaux qui peuvent y nicher, tels que le héron pourpré ou d'autres animaux comme le conocéphale des roseaux. Il faut aussi avoir conscience que la roselière peut être un puits de carbone, un stockage de carbone. Pour autant, au vu de l'image que je vous présente ici, il ne faut pas non plus assimiler la tourbière à la roselière, puisque la tourbière stocke beaucoup de carbone, mais elle ne présente pas forcément de roseaux. Ce qui est surtout important de comprendre, en fait, c'est que dans la gestion de la roselière que le parc a choisie, il est nécessaire de couper la roselière pour la préserver. Comme vous pouvez le voir sur le cycle du roseau s'établit sur 1 an. C'est-à-dire que chaque hiver, la plante va mourir, va sécher. Et en fait, cette plante, en séchant, elle va changer la qualité de l'humus. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ne coupe pas la roselière, elle a tendance naturellement à se transformer en olive. Donc, pour pouvoir la préserver, il faut la couper. Cette coupe a un coût. Donc, la conclusion est qu'il est intéressant de pouvoir valoriser ce matériau qui pourrait être vu ici comme un déchet. Donc, la ressource principale du parc des Vosges du Nord est la roselière de Val-d'Ouse, située au nord du parc des Vosges du Nord. Elle représente 16 hectares, mais seul un tiers est utilisable tous les 10 ans pour pouvoir garder des espaces pour que les oiseaux puissent y nicher, ce qui représente donc environ 0,54 hectares utilisables par an. Il est intéressant notamment parce qu'il a une pousse qui est très rapide, de 1,30 m à 2,10 m par an. Ici, on coupe en hiver, sec sur pied, et ce qui pourrait représenter environ une isolation de 9 maisons par an en moyenne si on fait une isolation en mur sur une maison de 350 m² pour une résistance thermique de 3,8. Par ailleurs, cette ressource pourrait s'éteindre. Nous avons la ressource principale de Val-d'Ouse qui se trouve ici, au nord du parc des Vosges du Nord, mais il existe aussi des éléments de roselière appartenant au Conservatoire naturel de Lorraine qui, eux, par contre, sont coupés en verre pour plutôt éviter le développement de la roselière.
Cette coupe en verre nécessiterait une étude pour savoir s'il est utilisable dans la construction. Il existe aussi une ressource avec les stations de phytoépuration présentes sur la région, qu'il faudrait pour autant analyser pour voir si on peut les utiliser, qui sont coupées tous les 2 ans. Et enfin, la dernière augmentation de la ressource possible est le fait que grâce à la loi GEMAPI de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, il pourrait y avoir un intérêt à développer la paludiculture, c'est-à-dire la culture du roseau. Au cours de mon stage, j'ai également pu rencontrer les différents acteurs locaux, régionaux, mais aussi nationaux, et établir ce schéma de filière pour voir les potentialités d'une filière locale. Ainsi, on peut voir que sur chaque maillon, des acteurs sont intéressés pour un développement du roseau, même si la question de l'assurabilité est encore un point à développer aujourd'hui. Il faut aussi, comme vous avez pu le voir, continuer à cartographier les roselières exploitables et voir leur gestion. Et plus préciser, essayer de continuer les tests pour trouver la machine de récolte adaptée, dont je vous parlerai un peu plus ultérieurement. Il existe aussi des personnes et des organismes qui sont intéressés pour accompagner le développement du roseau, et également pour la recherche, et sans oublier la formation qui est primordiale pour pouvoir aider en fait les artisans, les architectes et les bureaux d'études qui vont vouloir construire avec ce matériau à l'utiliser de manière correcte. Même si je n'ai pas eu le temps de développer une fiche FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire au cours de ce projet, puisque c'est un travail énorme à part entière et qui plus est, il est beaucoup plus facile de le réaliser une fois que le produit est complètement figé. Cette fiche FDES serait nécessaire, mais j'ai pu notamment établir un point sur le kilométrage parcouru par le roseau depuis la ressource principale de Val-d'Ouse jusqu'aux artisans ou aux revendeurs de matériaux intéressés par ce matériau. On obtient au maximum, comme vous pouvez voir, 147 km, ce qui est environ 2 fois moins que ce qui est donné pour le chanvre dans la CEV de 2006. Au cours de mon stage, j'ai également pu rencontrer d'autres personnes travaillant avec le roseau à l'échelle nationale, notamment des parcs. Donc, il y a le parc du Cotentin et du Bessin qui travaille sur un projet qui s'appelle COP-Bauge, donc un travail réalisé aussi avec le Royaume-Uni, avec des projets à l'échelle 1. Le parc naturel de Bruyères avec Anne Brasselet qui est en train de développer des règles professionnelles pour les toitures en chaume. Mais aussi certaines agences d'architecture commencent à réutiliser le roseau avec l'atelier Formacis qui l'utilise en façade ou encore l'agence COB qui l'utilise en toiture en chaume, comme vous pouvez le voir là. Et certains projets, l'agence ASCA qui l'utilise pour des utilisations courbées en tige et l'atelier Ostraka qui a aussi travaillé ponctuellement avec le roseau. Bien sûr, ils sont aussi accompagnés de bureaux d'études qui ont aussi participé sur ces travaux. Je disais qu'il était important de voir l'importance des acteurs, mais aussi des prescripteurs pour pouvoir utiliser ce matériau et savoir comment l'utiliser. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus les artisans, et notamment l'association des artisans chaumiers, qui utilise le roseau et fait également de la formation, et les artisans du sud de la France qui réalisent des paillassons. Il existe aussi des centres de formation qui s'intéressent au roseau, mais aussi à la fibre, avec notamment Amaco qui a fait une exposition Fibra Awards qui est toujours, qui était cette année en exposition et que je vous conseille vivement d'aller voir. Et également l'école d'architecture de Rouen avec la chercheuse Carole Léman qui établit une thèse sur le roseau. Des laboratoires et instituts de recherche sont aussi intéressés et travaillent également sur le roseau, et notamment l'étudiante chercheuse Mathilde Honoré qui travaille sur des bétons de roseau. On voit donc ici l'importance de transmettre les savoir-faire pour pouvoir qu'ils perdurent ultérieurement. Si nous passons maintenant aux avantages techniques du roseau, il faut bien faire attention et avoir conscience, bien sûr, que les avantages techniques, les propriétés des matériaux vont être différentes si on utilise le roseau en broyat ou en tige. Dans la suite de cet exposé, je vous préciserai donc la nature de l'utilisation pour l'ensemble de ces propriétés techniques. Ainsi, d'un point de vue conductivité, le roseau est intéressant, puisqu'en panneau, on va être sur une conductivité, donc un lambda utile de 0,055 à 0,09 Wm/Kelvin pour des densités variant de 120 à 230 kg par mètre cube. Et pour un broyat, on est autour de 0,048 pour une densité de 120 kg par mètre cube,
qui, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, correspond à de la chaîne vote à densité quasiment équivalente. Pour ce qui est du comportement à l'humidité, d'un point de vue de la vapeur d'eau, le roseau, de manière générale, en tige ou en broyat, sera assez perméable à la vapeur d'eau. Pour la tige, on est de 1 à 1,5. Et la différence étant notamment pour l'eau liquide, puisque la tige ne va pas absorber l'eau, elle va avoir une bonne résistance à l'humidité et être non capillaire, alors que le broyat, lui, sera plus capillaire. On peut voir également, grâce à ce graphique, qui représente l'absorption en eau liquide de différents végétaux, qu'en fonction de la taille du roseau, l'absorption en eau ne sera pas la même. Pour ce qui est de la réglementation au feu, je vous ai rappelé ici les règles nécessaires à suivre pour un mur, puisque c'est comme cela qu'on propose d'utiliser le roseau, qui sont donc d'être A2S2D0, donc combustible ininflammable, ou alors d'être protégé par un écran coupe-feu de 15 minutes pour les parois verticales. Ce qui est aussi la même réglementation est demandée pour les équipements recevant du public, étant donné que les écrans doivent suivre une liste précise ou faire l'objet de tests particuliers. Pour ce qui est du roseau, nous connaissons le comportement au feu de la tige de roseau, enfin du panneau plutôt, qui est inflammable, mais finalement, comme pourrait l'être d'autres isolants. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le polyuréthane est également inflammable et est pourtant utilisé. L'avantage du roseau par rapport à un polyuréthane, par exemple, c'est qu'il ne va pas dégager de gaz toxiques spécifiques selon la source d'Oliva et Grosjean, et qui ne va pas propager le feu. En effet, il y a de la silice dans le roseau qui fait que ça va participer au fait qu'il soit un retardateur de flamme. Cependant, des tests seraient bien sûr à réaliser en fonction de la mise en œuvre du roseau. Et qui plus est, si on a un ajout de chaux, de terre, s'il est utilisé en béton, conglomérat ou brique, le risque de feu est diminué. Mais il faudrait réaliser des tests pour avoir des valeurs clés. De plus, la silice présente dans le roseau lui permet aussi d'augmenter sa durabilité. Pour ce qui est des propriétés de traction donc d'une tige, elles sont très variables selon le roseau utilisé, mais comme le chanvre également, ces valeurs sont très variables. La propriété de traction n'est pas très utilisée dans les propriétés que dans l'utilisation que nous allons pouvoir vous montrer, mais je souhaitais tout de même vous en parler. Enfin, pour ce qui est des propriétés acoustiques, nous avons des informations sur l'utilisation en tige, notamment sur le coefficient d'absorption des bruits aériens, qui va être différent en fonction de l'orientation de la tige et de l'orientation de l'onde. Donc, si l'onde est parallèle à la tige, comme vous l'avez ici, on va plutôt absorber les fréquences hautes avec un coefficient d'absorption de 0,95, sachant qu'au maximum, il est de 1. Et pour les ondes perpendiculaires, on est à 0,65 sur des plus basses fréquences. Maintenant, je vais passer à l'exposé de comment utiliser le roseau. Bien sûr, de même, l'utilisation du roseau va être très différente si on l'utilise en tige ou en broyat. En tige, vous allez retrouver différents panneaux, plus ou moins rigides, plus ou moins épais, qui vont servir, comme ici, de panneaux isolants ou alors de coffrage perdu, ou encore des panneaux qui vont plutôt être utilisés de manière esthétique, en façade, ou encore des panneaux utilisés pour faire des séparations ou des protections du soleil. On retrouve bien sûr l'utilisation en roseau en chaume, qui se fait traditionnellement en toiture et de manière plus contemporaine en façade, et des éléments plus de l'ordre de la vannerie. Pour ce qui est du broyat, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir être utilisé dans le domaine agricole de manière brute, donc soit en compost, litière ou paillis. De manière plus industrielle, il pourra être utilisé pour réaliser des bioplastiques ou alors des pellets pour le chauffage. Et enfin, dans la construction, il va finalement être utilisé comme un autre végétal, comme pourrait être la balle de riz ou la chêne vote, pour réaliser du béton de roseau, de la brique terre roseau, un isolant vrac en brut ou ce que je vais appeler le conglomérat, c'est-à-dire un mélange sec vrac plus terre ou chaux, ou alors pour des murs composés pour de la bauge ou des utilisations plus industrielles en panneaux. Pour l'ensemble de ces utilisations, j'ai réalisé un état de l'art en fait sur les informations que l'on connaissait actuellement sur ces différentes utilisations. Le but de ces tableaux était de prioriser le développement du parc et de choisir quels seraient les développements.
Ces différents tableaux, vous pourrez les retrouver lors de la publication du carnet et l'ensemble des informations sont données avec les sources bibliographiques qui ici ne sont pas mises pour alléger l'exposé. Les informations sont regroupées en 7 tableaux. Un tableau résumé qui vous donnera en fait l'état d'avancement et de développement du roseau, du produit visé. Également les acteurs principaux du développement à l'échelle nationale, par exemple, et d'autres informations. Un tableau sur la composition qui vous précisera, par exemple, le type de liant, la taille du broyat, les dimensions, etc. Un tableau sur les informations techniques qui présente plutôt les propriétés hygrométriques, les propriétés thermiques des matériaux. Un tableau sur le marché qui vous montrera les produits concurrentiels et les prix déjà connus. Et un tableau sur le produit à sa fin de vie, donc depuis la récolte jusqu'au recyclage. Et enfin, 2 tableaux les plus importants, et dont celui-ci vous est présenté dans une vue d'ensemble, qui est le tableau de synthèse des plus et des moins, qui permet vraiment de comparer et de voir les produits les plus intéressants. Ce tableau s'appuie sur des avantages et des inconvénients qui sont détaillés dans un autre tableau. J'ai donc décidé de zoomer en fait sur les informations dans ce tableau sur 4 différentes utilisations pour que vous puissiez avoir une vue sur le travail que j'ai pu effectuer. Donc les différentes utilisations sont l'isolant en vrac et le béton de roseau puisque ce sont les 2 produits choisis par le parc pour le développement. Mais aussi j'ai voulu vous montrer le panneau isolant qui est très polyvalent et intéressant selon moi. Et également la façade des toitures type Shawn qui possède une qualité architecturale non négligeable. Si nous commençons par le vrac de roseau. Alors tout d'abord, c'est un élément qui a déjà été mis en œuvre sur 2 projets à l'échelle française. Vous en avez 2 exemples ici. Et il a été utilisé en isolation en mur et il y avait une proposition d'utilisation mais qui n'a pas été mise en œuvre en comble perdu. On pourrait imaginer aussi une utilisation en sol et plafond, mais elle n'a pas encore été testée. Ce serait un développement d'ordre 1 pour le parc, puisque ce vrac, s'il était brut ou même avec de l'ajout de chaux ou de terre, nécessite peu de transformation. La structure support serait notamment surtout une structure en ossature bois et les épaisseurs seraient adaptables selon les nécessités d'isolation. Pour ce qui est des informations techniques, un test a été fait par Yulia Scalpi sur une densité de 120 kg par mètre cube avec un lambda, donc une conductivité de 0,048 watts mètre Kelvin. Et pour ma part, j'ai pu réaliser, comme vous pouvez le voir sur les photographies ci-contre, un test de masse volumique selon les protocoles du RILEM, donc les protocoles qui sont utilisés pour la chaîne VOT, pardon. Et qui m'a donné une masse volumique de 116 kg par mètre cube. Le coefficient de diffusion à la vapeur d'eau est donc de 1 à 1,5 et la conductivité est celle dont je vous ai parlé. Une autre conductivité est donnée dans la bibliographie de 0,039, mais la masse volumique correspondante n'est pas connue, donc des tests seraient à réaliser. Pour ce qui est de la transformation, 2 tailles de broyat sont possibles et sont réalisées par l'entreprise Lanterre. Donc un broyat petit de 0 à 1 cm environ et un broyat grand de 0 à 3 cm environ. Aujourd'hui, le broyat n'est pas disponible encore en vente, mais il peut être disponible sur demande au parc. La mise en œuvre se fait soit à la main, avec une préfabrication possible d'une ossature bois, comme c'est le cas ici, ou alors, par contre, il faut vraiment prendre garde aux matériaux choisis pour le coffrage afin qu'ils soient perméables à la vapeur d'eau. D'un point de vue durée de vie, nous avons un retour d'expérience de l'atelier Ostraka qui a décoffré un mélange chaud-roseau réalisé au bout de 2 ans. Et il y a uniquement une présence de légère moisissure pour ce mélange en partie basse, mais qui pourrait être due plus à des remontées capillaires qu'au roseau en soi. La question, bien sûr, avec un isolant en vrac du tassement reste importante et des tests de densité seraient à réaliser. Pour ce qui est du marché, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le roseau est équivalent à de la chaîne VOT. En prix, nous avons trouvé une estimation de 11 € par mètre carré. Et pour ce qui est du broyat, il serait nécessaire de s'aligner sur les prix de la chaîne VOT. Je dis bien il serait nécessaire puisque aujourd'hui, il est difficile encore de donner un prix du broyat du roseau.
Ensuite, si nous passons au béton de roseau, ce produit a déjà été mis en œuvre à Waldersbach par l'entreprise Bâtilibre et vous sera présenté dans la deuxième partie de la conférence. Il a été utilisé pour une isolation en mur sur un gîte de 250 m². C'est une priorité de développement 1 ou 2 pour le parc, puisqu'il est notamment mis en œuvre par les artisans locaux, ce qui est très intéressant, et c'est une technique qui se rapproche finalement de celle du béton de roseau. Cependant, bien sûr, il reste à optimiser les mélanges et à les adapter puisqu'on est sur un végétal différent, mais des tests sont en cours par la chercheuse Mathilde Honoré et également avec Bâtilibre. La composition aujourd'hui du béton de roseau est faite de broyat de roseau, de plâtre, terre chaud et briques pilées. Une solution dans la bibliographie est proposée uniquement avec de la terre, mais il faut prendre garde au temps de séchage dans ce cas, plus particulièrement. Les structures supports sont diverses, elles peuvent être de bois et de maçonnerie, et la taille est également adaptable en fonction des volontés d'isolation, sachant que l'entreprise Bâtilibre aujourd'hui met en œuvre 10 cm d'isolant. Pour ce qui est des informations techniques, la masse volumique est environ de 250 kg par mètre cube pour la mise en œuvre par Bâtilibre. Les résistances au fût ne sont pas connues et nécessiteraient des tests, et la conductivité et la résistance mécanique à la compression sont en cours de test. Pour ce qui est du produit à la fin de vie, aujourd'hui le broyage est fait par l'entreprise Lanterre comme pourrait être pour le conglomérat, et les mélanges sont actuellement faits par l'entreprise Vieuxgeot. Dans le futur, un partenariat entre Lanterre et Schaubonne à l'échelle locale pourrait peut-être voir le jour. La distribution se fait en big bag ou en sac de 20 kg et le broyat est également disponible sur demande au parc. La mise en œuvre peut se faire à la main ou en guniteuse, comme vous en avez des exemples sur les photos ci-contre. Pour ce qui est du marché, le béton de roseau finalement sera en concurrence avec les autres bétons végétaux et on compte 170 € par mètre carré hors taxe pour la pose et fourniture par l'entreprise Bâtilibre. Il est très intéressant parce qu'il peut être utilisé à la fois en coffrage perdu, en support d'enduit, en complément d'isolation, voire de manière décorative si l'on le souhaite. Il est mis en œuvre sur l'ensemble des projets de Bâtilibre, donc ce qui compte environ 1000 à 1500 m² par an. Vous avez un exemple d'un des projets ci-contre, et aussi de manière courbe par l'agence ASCA pour la cave de l'œuf. Elle a aussi été utilisée pour le projet de la ferme forgeronne, mais aussi d'une maison à pan de bois à Oberborn. Aujourd'hui, pour rénover 10 à 15 projets d'isolation, il faudrait compter environ 0,5 hectares de roseaux. Donc, je disais que c'était un développement pour le parc, puisqu'il est assez polyvalent, mais qu'en fait, l'inconvénient, c'est qu'il y a un coût de production avec l'achat d'une machine en fait industrielle. Donc, il faudrait un industriel derrière qui se procure cette machine. Et qui plus est, il est aussi difficile de récolter en tige, ce que je vais vous montrer un peu plus tard dans l'exposé. Pour ce qui est de la structure support, en fait, ce panneau s'adapte à toutes les structures de maison, puisqu'on va rajouter, à partir du moment où on peut rajouter une ossature bois sur laquelle va pouvoir se fixer le panneau. D'un point de vue dimension, les dimensions standards sont souvent de 2 mètres par 1 mètre, avec des épaisseurs allant de 3 à 12 cm, mais d'autres dimensions, comme vous pouvez le voir ici, sont également disponibles. Pour ce qui est des informations techniques, selon les commerçants, nous allons de 130 à 220 kg par mètre cube, et deux différents tests de résistance au feu ont été faits. Un en Allemagne qui le donne normalement inflammable pour des épaisseurs de 2 à 5 cm, et un test a été fait aussi pour montrer qu'il était difficilement inflammable. D'un point de vue acoustique, comme je vous l'ai dit ultérieurement, le coefficient d'absorption des bruits aériens de 0,65. Et pour les autres paramètres, je vous ai fait une comparaison graphique sur le côté avec en blanc toujours le roseau. Donc on voit que pour le coefficient de diffusion à la vapeur d'eau, on est de l'ordre de 1 à 4, ce qui est très perméable à la vapeur d'eau, comparé à la laine de verre qui va être de 840 à 1030. Pour la conductivité, je l'ai comparé à la fibre de bois puisque ça va être un matériau qui va pouvoir être concurrentiel. Donc on est sur les mêmes ordres de grandeur pour le panneau de roseau. Et pour l'énergie grise, elle est bien sûr beaucoup plus intéressante qu'un polystyrène qui serait de 0,35 à 28 kWh par kilo. Ce qui est intéressant également, c'est la résistance mécanique à la pression que va pouvoir supporter ce panneau, puisque dans le cas où il serait utilisé avec un coffrage perdu, on est donc à 750 newtons par centimètre carré.
Pour ce qui est de la transformation et de la mise en œuvre, la transformation peut se faire de manière mécanique, comme je vous ai montré avec la machine précédemment, aussi de manière manuelle, mais qui est beaucoup plus chronophage et qui peut se faire sur des petites quantités. La chercheuse Carole Léman, avec le parc du Cotentin et du Bessin, ont notamment essayé, avec cette structure métallique, comme vous pouvez le voir sur la photographie, de réaliser des panneaux. Pour ce qui est de la distribution, le stockage doit se faire sur palette en extérieur si possible. Et pour les principes de mise en œuvre, l'avantage est qu'il nécessite très peu de matériel, comme vous pouvez voir ici, qu'il est léger et maniable facilement. Il peut s'utiliser en horizontal ou en vertical et il est ensuite vissé sur une ossature bois grâce à ses rosaces en plastique. D'un point de vue du marché, il va pouvoir venir remplacer le placo ou le panneau de fibre de bois. Pour ce qui est des prix, cela dépend du fournisseur et surtout de l'épaisseur. Donc, je vais vous donner ici quelques ordres de grandeur. On est à 11 € par mètre carré, toutes taxes comprises, pour une épaisseur de 2 et 18 € par mètre carré pour une épaisseur de 5. Si nous passons maintenant à l'utilisation en chaume, donc aujourd'hui, l'utilisation en toiture, en chaume en tout cas, est développée et des règles professionnelles sont en cours de développement avec le parc de Bruyères, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Il est utilisé également, il peut aussi être utilisé en façade et selon la mise en œuvre, il va pouvoir servir d'étanchéité, même si aujourd'hui, on ajoute souvent une étanchéité supplémentaire. Pour ce qui est des projets exemples, vous en avez plusieurs ici, notamment le Centre de la découverte et de la biodiversité à Beautour de la Roche-sur-Yon, qui vous est présenté sur le côté, ou alors une utilisation plus traditionnelle pour l'Office du tourisme de Niederbrand, ou une utilisation en toiture pour le Clos des Fées par COP. Pour ce qui est des quantités, il est important de noter, comme on peut le voir sur ce graphique, que bien que le parc de Bruyères possède 3500 couvertures en chaume, ce qui nécessite 150 à 180 000 bottes par an en 2013, la production en Bruyères est uniquement de 5 000 bottes par an pour 800 000 à 1 million de bottes par an faites en Camargue. Il faut donc une forte ressource pour pouvoir utiliser cette solution, puisqu'elle nécessite 10 à 13 bottes par mètre carré de toiture, soit pour un toit, il faut une culture de 5 à 6 hectares, ce qui serait difficilement envisageable pour la ressource que nous avons, nous. En résumé, cette utilisation est très intéressante pour ses qualités architecturales, aussi parce que le roseau en chaume va pouvoir participer à l'isolation, voire à l'étanchéité à l'eau. Cependant, elle demande un savoir-faire important et aussi des machines et des acteurs pour la coupe qui serait réalisée en botte. Les tiges sont d'environ d'1 à 2 mètres. Il faut une structure bois support et on est sur des épaisseurs de 25 cm en général pour le bardage. Et pour la toiture, il est très important d'avoir une pente supérieure à 45 degrés. Pour ce qui est des informations techniques, on a une masse volumique de 40 kg par mètre carré pour une épaisseur de 25 cm. Des tests au feu ont été réalisés. Il tient 24 minutes pour les dimensions de 3 mètres, 4 mètres, 25 cm. Et il a aussi été qualifié de normalement inflammable par les normes allemandes. Et un test du CFSTB le qualifie pour sa part de moyennement inflammable. De même que la tige, il va être perméable à la vapeur d'eau. Et il présente une conductivité thermique de 0,065 watts par mètre Kelvin, ce qui est assez intéressant. Enfin, pour ce qui est de la mise en œuvre, pour ce qui est de la distribution, elle se fait par bottes qui sont ensuite placées sur des camions et grutées. La mise en œuvre se fait de manière manuelle. Vous avez quelques exemples ici de mise en œuvre en façade sur l'exemple de La Roche-sur-Yon. Il existe différentes techniques de mise en œuvre, à la poignée, à la barre ou le repiquage. Et la durée de vie en toiture est estimée à 30 ans, 20 ans en façade, mais un nettoyage tous les 3 à 5 ans est nécessaire et un entretien tous les 10 à 15 ans. Pour ce qui est du marché, cette technique est intéressante, comme je le disais, puisqu'elle n'a pas vraiment d'équivalent, elle est très atypique d'un point de vue architectural. Elle nécessite un certain coût de 120 à 150 € par mètre carré en toiture, pose comprise, mais ce qui paraît normal au vu du savoir-faire et du temps de mise en œuvre. Enfin, ce qu'il est intéressant, après vous avoir présenté ces quatre solutions du roseau, il est intéressant de vous montrer que la priorité de développement du parc est plutôt sur l'utilisation en broyat, conglomérat et béton, comme je vous l'ai dit précédemment, plutôt que la tige, puisque au-delà des avantages que pourrait présenter une utilisation en tige, il a bien sûr la nécessité de préserver le milieu.
Donc ici, on a pu faire des tests de machines au cours de mon stage qui, avec l'humidité du lieu, l'ont abîmé. Donc on est toujours en recherche et en test d'une machine qui va pouvoir venir couper et broyer, des machines autochargeuses qui vont pouvoir couper et broyer. Et ainsi, on a un gain de temps et donc un gain économique également, puisqu'aujourd'hui, on fait encore une coupe manuelle qui est chronophage et difficile physiquement. Et qui plus est, une estimation avait été faite par la stagiaire précédente sur le coût d'une machine de panneau qui serait trop important. Enfin, une utilisation en conglomérat, en briques terre roseau ou en béton de roseau est intéressante puisque nous possédons, nous possédons pas, mais il existe des acteurs sur le territoire qui utilisent des techniques qui sont équivalentes, notamment l'entreprise Batlib qui fait également du béton de chanvre et commence le béton de roseau, mais aussi l'entreprise Mathieu Lanterre qui fait des briques terre paille qui pourraient peut-être ultérieurement être testées avec du roseau si c'est plus intéressant. L'entreprise Lanterre effectue également, comme j'ai pu vous le dire, les broyages du roseau. Donc voici la machine produite par l'entreprise Lanterre qui est utilisée. Ici, vous avez deux exemples, le broyat petit et le broyat grand de 0 à 3 cm et une représentation du gain de volume que peut permettre le broyage du roseau. À partir des broyages réalisés au cours de mon stage, des tests sont réalisés par la chercheuse Mathilde Honoré sur le granulat, mais aussi sur les bétons végétaux. Nous avons ainsi pu lui fournir une palette de broyats de roseau différentes afin qu'elle puisse vérifier l'impact de certains paramètres. Donc, notamment, ils sont écrits en gras ici, donc l'année de récolte, quel impact cela peut avoir sur le roseau, aussi le lieu de récolte, mais également s'il est coupé en hiver, donc sec sur pied, ou en été en verre, et la taille du broyat. Enfin, j'ai aussi réalisé une étude d'analogie avec d'autres techniques, puisque je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le béton de chanvre ou alors des conglomérats faits avec de la balle de riz, par exemple. Et le but était de baser notre développement sur des expériences déjà existantes. Pour pouvoir faire cette analogie, il fallait comparer le roseau à ces autres granulats. Donc là, ici, vous pouvez voir notamment une tige de chanvre, sachant que dans le chanvre, c'est bien la chènevotte qui a été utilisée comme broyat. Et là, on peut voir le Phragmite australis et aussi un autre type de roseau qui est le Tifa. En comparant les compositions chimiques de la chènevotte et du roseau, en fonction de la chènevotte choisie, on voit qu'on est sur des proportions assez similaires pour le roseau et la chènevotte. Seule la cellulose peut varier selon la chènevotte prise pour la comparaison. Je profite de cette comparaison des granulats végétaux pour vous parler d'un projet un peu particulier qui est celui de deux professionnels allemands, M. Martin Kreuss et M. Theo Erkorn, qui en fait ont réalisé des études pour fabriquer des panneaux de différentes formes avec du Tifa. Le Tifa est une autre espèce de roseau, comme j'ai pu vous le dire, qui est assez différente du roseau Phragmite. Donc, on ne peut pas trop baser nos études sur les leurs. Mais pour autant, je vous invite à aller voir ce qu'ils font, puisqu'ils ont déjà réalisé une vingtaine de projets en utilisant ce panneau qui est en fait fabriqué avec de la magnésiite et du broyat de Tifa. Si l'on revient sur l'étude comparative des granulats, le roseau a donc été comparé à la chènevotte, au Tifa, à la ouate de cellulose, au copeau de bois, à la paille et à la balle de riz tassée, sur des propriétés qui me semblaient importantes pour les compositions de mélange, donc bien sûr la conductivité thermique. On peut notamment voir que le roseau est assez proche des autres matériaux utilisés, mais aussi sur des propriétés d'hygrométrie. Donc, par contre, il va absorber 2 fois moins que la chènevotte, par exemple, et beaucoup plus que la balle de riz. Ou aussi sur des propriétés pour ce qui est de la perméabilité, les ordres de grandeur sont les mêmes, mais surtout sur le taux de silice, puisque la balle de riz a un taux de silice 10 fois plus important. Elle va donc avoir une durabilité aussi plus importante que le roseau.
Voici quelques expériences similaires qui ont été étudiées. Donc, pour le chanvre brut, pour le vrac brut, il y a le parc du Luberon qui avait essayé de mettre en œuvre du chanvre brut. Pour ce qui est d'un mélange de conglomérats, il y a les carrelages Saint-Sanson qui réalisent déjà des mélanges terre-chêne-vote avec un coffrage en latite châtaignier et possibilité de faire un coffrage en natte de roseau. L'expérience dont je vous ai déjà parlé du marais du Vaugirard avec des mélanges chaud-roseau. Et enfin, celui d'Apt et de l'association Balderie qui font des conglomérats avec de la terre et de la balderie. Grâce à l'analyse de ces différents exemples, j'ai pu proposer 3 différentes compositions qui seraient à tester avec du roseau, en sachant qu'il faudrait réadapter l'ajout de chaux, notamment puisque la balderie, comme je vous l'ai dit, possède plus de silice. Donc l'ajout de chaux pourra compenser ce manque de silice, enfin essayer de compenser ce manque de silice pour éviter les développements de moisissures s'il y en a. Et également pour la chêne-vote, comme les mélanges à base de chêne-vote vont absorber plus l'eau, ils vont plus pouvoir régler l'hygrométrie, donc l'ajout de chaux va pouvoir compenser ce décalage avec le roseau. Pour ce qui est de la taille du broyat, elle dépend également de la mise en œuvre. Pour une mise en œuvre standardisée avec des machines qui seraient à tester, on va essayer de se baser sur le petit granulat qui est plus proche de la chêne-vote, et alors que pour une mise en œuvre manuelle, il faudrait tester si le plus petit granulat ou le plus gros a des propriétés thermiques les plus intéressantes. Enfin, pour le béton de roseau, le but est de s'appuyer sur la mise en œuvre déjà proposée par Bâti Libre avec une proportion de 40% en liant et 60% en relio et 60% en roseau, et avec un très faible apport en eau pour pouvoir avoir des mélanges légers qui sèchent rapidement. Une utilisation donc en autoconstruction ou en machine commune serait à développer. Et je n'ai pas beaucoup insisté sur la composition de ces mélanges puisque des compositions sont déjà mises en œuvre par Bâti Libre et surtout la chercheuse Mathilde Honoré établit des tests avec ces compositions également. Je passe maintenant aux tests de composition de murs que j'ai pu proposer. Donc, le but était de proposer des compositions en mur utilisant le roseau, donc soit en vrac, soit en béton de roseau, sur 3 typologies du bâti alsacien ancien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, soit avec un mur en pan de bois désossé, soit avec un mur en pan de bois avec du torchis conservé, soit avec un mur en maçonnerie, en grès ou en calcaire. Le reste des compositions de murs est toujours choisi de manière à réaliser des murs perspirants, donc avec des enduits principalement en argile, avec de la chaux à l'extérieur et l'utilisation du panneau de roseau comme coffrage. Les hypothèses de calcul sont faites sur celles réalisées par Solares Bauen pour du bâti alsacien et sur les études bibliographiques pour les produits mis en œuvre. Sachant que pour ces tests, nous nous basons plutôt sur en fait un béton de chanvre. Il faudrait réaliser de nouveau ces tests avec du béton de roseau une fois que nous connaisserions mieux les propriétés du matériau. Ainsi, je vous présente un des résultats de l'étude qui se fait sur Ubacus. Donc, Ubacus est un logiciel thermique accessible, gratuit en ligne, donc que vous pouvez également utiliser. Et selon ce premier logiciel, donc c'est une première étude, il montre qu'il faudrait utiliser un frein hygrovariable pour éviter les problèmes de condensation. Vous avez ici une photo avec et sans frein hygrovariable. Cette étude permet de voir les épaisseurs de murs qui sont nécessaires pour avoir un crédit d'impôt, donc un R de 3,7, et l'étude est faite également aussi pour des murs passifs. Bien sûr, ce ne sont que des logiciels thermiques, il faudrait donc qu'ils soient renforcés par des tests et vérifiés par des tests in situ pour voir la réelle nécessité d'un frein à vapeur. Ici, donc, je vous montre le résultat nécessaire pour une composition de murs passifs, ce qui donne donc un mur de 43 cm. Pour un pan de bois sans torchis conservé, cette épaisseur est envisageable, mais pour autant, elle fait quand même. On peut se demander si le client est prêt à avoir une telle perte de surface, et également si l'épaisseur de vrac ne va pas créer des désordres plus importants. Pour ce qui est des autres typologies avec une utilisation en béton de roseau, il y aurait sûrement nécessité de mettre une ossature secondaire. Enfin, les études sur Ubacus vous permettent aussi d'avoir des profils de température, des informations sur le confort d'été et sur le déphasage.
Comme par exemple ici où le déphasage est de 15 heures, ce qui est assez intéressant, et également sur les profils hygrométriques. Ainsi, le premier logiciel Ubaqus est intéressant parce qu'il propose une composition 2D des murs, mais il ne va pas prendre en compte l'accumulation dans le temps, le vent, l'ensoleillement, ainsi que la capillarité qui pourrait être négative pour le mur, mais aussi l'absorption, les propriétés d'absorption des matériaux qui pourraient, elles, être positives. C'est pour ça que je suis passée ensuite sur un deuxième logiciel dynamique, Bouffi Pro. Malheureusement, le logiciel présent à l'école était en une seule dimension. Mais il permet d'avoir une première approximation et de prendre en compte l'ensemble des paramètres non pris en compte par Ubaqus, même si bien sûr il ne prend pas en compte le volume de l'habitat dans sa globalité et la ventilation intérieure. Les tests in situ seraient donc à réaliser également. Les tests sur Bouffi Pro montrent donc que pour un pan de bois en section courante, il est possible d'utiliser, malgré ce que disait Ubaqus, d'utiliser la composition de mur proposée sans frein hygrovariable sur la façade nord, mais par contre sur le côté sud-ouest qui est très exposé sur le territoire choisi à la pluie. Ce frein, même avec un frein hygrovariable, cela ne suffit pas. Ici, vous avez en fait, ces graphiques représentent la teneur en eau qui est présente dans les premiers centimètres d'isolant vers la partie extérieure, donc là où il y a des risques de condensation. Et en fait, le paramètre à regarder est si cette teneur en eau dépasse 23% sur plus de 8 semaines consécutives. Qui plus est, j'ai aussi étudié la diminution de la conductivité thermique au cours du temps. Et qui donne qu'en hiver, on a une réduction de 9% de la conductivité qui est valable sur 10 ans. L'ensemble de ces études sont réalisées souvent sur 10 ans. Pour ce qui est de la maçonnerie avec le béton de roseau, différentes solutions ont été mises en œuvre. J'ai tout d'abord essayé de mettre en œuvre avec uniquement un frein vapeur hygrovariable et 250 mm de béton de roseau. On voit ici que sur 10 ans, l'eau dans le mur continue à s'accumuler et qu'il y a un risque de moisissure et des problèmes de condensation dans le bâti. Donc cette solution, selon le logiciel toujours, n'est pas envisageable. Mais ensuite, j'ai essayé donc de diminuer l'isolant et on s'aperçoit que c'est avec une épaisseur de 6 cm de béton de roseau que l'on peut avoir une quantité d'eau qui est recevable au bout de 10 ans. Sachant que diminuer l'isolant de 6 cm ne permet pas d'atteindre le crédit d'impôt, mais améliore de 4 fois l'isolation du mur par rapport à l'origine. Une autre solution est d'essayer de mettre en place un enduit correctif comme le proposait Climaction au niveau, vous pouvez le voir ici, entre la paroi froide, donc la paroi intérieure de grès, et le béton végétal. Ainsi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec un enduit correctif de 4 cm, on va avoir une asymptote et la quantité d'eau va stagner au bout de quelques années. Ici, on a donc on a déplacé le problème de condensation qui va se faire dans l'enduit à chaud et puis dans l'isolant végétal. Ainsi, nous avons pu, grâce à ces études, avoir une vue d'ensemble sur le roseau, mais il est nécessaire de continuer à faire des tests pour mieux appréhender les qualités du roseau. Donc, des tests sont en cours et j'ai aussi réalisé une liste des tests à réaliser et de leur ordonnancement. Il faut continuer à réunir les acteurs à l'échelle locale, mais aussi nationale. Donc, des prises de contact ont déjà été faites pendant mon cours de stage et il faut continuer à se réunir et à développer ce réseau. Et enfin, continuer à caractériser la ressource, trouver la machine adaptée et savoir les phénomènes de gestion des roseaux. Voilà, j'ai fini pour la première partie de la conférence. Je vais maintenant laisser place à Manuel Zeffel pour vous présenter les études de cas. Et je vous retrouverai pour la partie des questions. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, on va voir 3 études de cas, donc 3 bâtiments en fait. Le premier, alors ils ont chacun leur spécificité. Le premier, tu l'as déjà un peu introduit. Donc, on va y aller tout de suite. C'est Waldersbach. Donc, c'est une ancienne ferme en pierre qui est située effectivement dans les hauteurs, près de Schirmeck. À 600 mètres d'altitude, et c'est là où on a effectivement expérimenté le béton de roseau. Alors on a pas mal d'expérience déjà dans le béton chanvre, mais on avait effectivement envie d'utiliser le roseau. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Alors avant on projetait le béton chanvre de face, donc comme ça se fait de manière un peu plus classique.
Et on a changé un peu notre mode de mise en œuvre en utilisant donc un panneau de roseau de 5 cm d'épais en général comme coffrage perdu. Donc, sur la première photo, attendez, peut-être pas dimanche, ouais. Sur la première photo, on voit donc un mur en pierre avec un espace entre une structure bois ici et le panneau de roseau. Et c'est cet espace-là qu'on va remplir ou dans lequel on va projeter du béton de chanvre qui est donc allégé, donc avec une teneur en liant qui est réduite et aussi une teneur en eau qui est réduite. On peut se permettre de faire ça puisque justement il est banché et que la banche, c'est un coffrage perdu, donc il reste en place. Et ce panneau de roseau servira aussi de support d'enduit, donc comme tu l'as expliqué un peu plus tôt. Donc l'avantage du panneau de roseau, c'est qu'on peut réutiliser les déchets. Il y a du fil de fer, mais sur l'ensemble d'une maison, ça représente vraiment très peu de métal, et qui est aussi revalorisable, hein, on peut le refondre. Béton végétal adapté dans la rénovation pour combler toutes les irrégularités du support. Donc on est sur un isolant en vrac, donc avec tous ces avantages. Effectivement, vraiment avoir une continuité dans les matériaux. Diminution des quantités de liant, donc ça je l'ai dit, c'est parce qu'on est sur du mélange allégé, parce qu'on a justement un coffrage perdu, et on améliore également le temps de séchage puisqu'on est réduit en eau. Bien sûr, la performance thermique est également améliorée puisque la proportion de partie végétale est plus importante. La mise en œuvre est également plus rapide parce que voilà, une fois que les coffrages sont montés, la projection se fait vraiment très vite. Et il faut compter à peu près 3 jours de projection pour une maison de 100 mètres carrés. Donc cette solution est un peu plus économique qu'une épaisseur équivalente de béton de chanvre. Et donc, comme on met un panneau de roseau, et on a vu que tu as dit que le panneau de roseau effectivement était isolant, et donc du coup, on réduit d'autant plus l'épaisseur de béton de chanvre. Donc en général, on est sur un complexe isolant en fonction des cas, hein, bien toujours. Si on arrive à bien gérer les ponts thermiques, tout ça, on essaiera d'augmenter un petit peu l'épaisseur d'isolant pour vraiment améliorer les performances. Sinon, on est à peu près sur l'ordre de 15 cm au total d'isolation, donc environ 10 cm de béton de chanvre, plus les 5 de panneaux de roseau. Et comme tu l'as dit, Louise, peu d'outils nécessaires pour la mise en œuvre du panneau. Effectivement, les panneaux sont légers, c'est plutôt agréable à travailler. Très peu de poussière au sillage. Voilà. Donc voilà une composition du mur. Donc je reviens sur la photo plus générale de cette maison. En fait, les murs là sont en granit et avec des gros joints larges, avec du vieux mortier, donc plutôt perméable à la vapeur d'eau. J'en parle parce que c'est important et c'est une problématique que tu as évoquée sur la fin de ton exposé. Donc on a choisi, comme c'est du granit, donc c'est quand même plutôt étanche, on a choisi d'isoler par l'extérieur. Mais bon, il y avait certaines contraintes. Il y avait une façade qui était entièrement en point de bois et en bois, c'est la façade est qu'on ne voit pas trop, qui est sous la dépassée de toiture ici. La façade sud qu'on voit là vraiment à l'image, qui a été enduite, elle est isolée par l'intérieur. Voilà. Et les autres façades sont isolées par l'extérieur. En laine, par contre, elles ne sont pas en béton végétal. Voilà, donc ça c'est un exemple, c'est le sandwich qu'on a mis sur la façade sud. Donc on voit ce béton de chanvre qui est branché derrière, donc un panneau de roseau, et c'est une petite structure bois qui est vraiment très sommaire, hein, qui maintient le panneau de roseau. Donc je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà, juste l'ossature bois, c'est du 27-48, hein, donc on est vraiment sur de la latte de toit, donc c'est vraiment très sommaire. On utilise des équerres pour renforcer un peu la structure au milieu, pour éviter justement que ce soit un peu trop flexible, mais c'est surtout le béton végétal qui vient vraiment solidifier l'ensemble. Voilà, le panneau de roseau ensuite, ils vont servir de support pour un enduit terre. On le trame. On est vraiment en train d'essayer de faire des essais pour se passer de trame. Pour l'instant, voilà, chez les clients, on préfère en mettre pour vraiment éviter les risques. Et une fois sur cet enduit terre là, ce qui est un enduit de corps, on viendra avec un enduit à l'argile, un enduit finition ou un enduit à la chaux aérienne. On pourra choisir la texture et la couleur qu'on veut. Voilà, notre liant, tu en as parlé un peu, notre liant effectivement est surtout à base de plâtre et de chaux aérienne. On a choisi de mettre du plâtre dedans, toujours pareil pour réduire la quantité de chaux. Voilà, donc c'est un mélange qui a été expérimenté pas mal. Et donc voilà, on est sur une formule qui marche plutôt bien. Mais voilà, on la teste encore en laboratoire pour avoir vraiment pas mal de détails techniques. Voilà, ça c'est la même chose mais en schématique. Donc pareil, on est sur le mur sud, hein, ça je vais passer, je pense qu'on en a pas mal parlé. Voilà, maintenant c'est sur le même projet, on est en toiture, donc la toiture a été isolée avec un sarking, donc sarking, je ne sais plus combien il fait peut-être 100 mm, ouais, il me semble. Et donc on voit du chevron et en doublé avec de la laine végétale en sous-face. Et là pareil, donc on met des panneaux de roseau sur les tableaux de fenêtres de toit.
Et voilà, et pareil, qui seront enduits à la terre. Je reviens, j'étais sur le côté, pardon. Voilà, l'étanchéité à l'air, j'en parlerai plus tard. Il y aura des photos sur un autre projet où effectivement là on voit qu'il y a encore des trous, mais ce sera étanchéifié à terme. Donc là, on peut faire aussi avec le panneau de roseau des cloisons séparatives, donc des cloisons intérieures, où on peut créer un complexe d'isolation phonique. Donc là, en haut à gauche, on voit qu'il y a, bon, c'est monté sur K, là, on n'a pas utilisé de caoutchouc, tout ça, on voulait rester quand même dans l'écologie, mais essayer quand même de faire du phonique un minimum. Donc on a essayé de désolidariser comme on pouvait, puisque c'est la désolidarisation qui permet entre autres de faire de l'isolation phonique. Et après, on a essayé de respecter ce principe masse ressort masse. Donc, on a effectivement des enduits de chaque côté de la cloison, donc qui représentent les masses, et à l'intérieur des laines, donc qui représentent le ressort, qui permet d'absorber justement la propagation des sons. Voilà, donc ça, c'est les détails au niveau des réseaux. Donc, les réseaux passent derrière les panneaux de roseau en général, et voilà, les panneaux de roseau sont découpés pour recevoir les boîtiers électriques, qui eux sont simplement vissés sur la structure bois qui est derrière. Donc, on prévoit des petits bois horizontales pour recevoir les boîtiers, et bon, les gaines après sortent du boîtier, ça c'est classique. Voilà, et puis après les espaces ici sont comblés effectivement avec de la filasse et plâtrés en général. Voilà, on préfère plâtrer plutôt que mettre de la terre, mais ça dépend, les deux sont possibles. Voilà, donc là, si on revient sur le complexe de toiture, ça on a déjà parlé. Donc voilà, je passe. Et donc, la terre vient par-dessus les panneaux de roseau et ça permet différentes finitions. Donc, on a vu que les panneaux de roseau peuvent être flexibles. Ils sont en plusieurs épaisseurs, tu l'avais dit, en 2 cm, 5 cm, 10 cm. Les 2 cm sont vraiment flexibles, donc on peut, enfin, dans une direction, hein, pas dans l'autre. Donc, on peut vraiment faire les moulures qu'on veut. Là, ça utilisé sur du 5. On voit sur la photo de droite qu'il y a un arrondi là sur l'angle. Et au niveau des fenêtres, sur la photo de gauche, on voit qu'il y a vraiment des arrêts droites. Hein, donc on peut vraiment, avec le roseau et la terre, faire vraiment les finitions qu'on veut. Voilà, tout est possible. Il est même possible de faire des abat-jours, par exemple, intégrés dans les enduits. Enfin, vraiment, avec le roseau, on peut vraiment donner la forme qu'on veut, quasiment. Voilà, je passe à l'étude numéro 2. Alors, petite précision sur les prix quand même, parce que Louis t'avait dit 170 € le mètre carré hors taxe. T'as pas précisé que c'est tout le complexe. C'est-à-dire qu'on part du mur brut et c'est jusqu'aux enduits de finition. Donc ça comprend les enduits de finition également. Et 170 € le mètre carré, c'est prix fort. Hein. C'est vraiment quand il y a beaucoup de fenêtres, des points singuliers, des contours de solive, etc. etc. Voilà. Donc on a préféré donner le prix fort, au moins, voilà. Sachant que ça monte en général rarement plus haut que ça. Voilà, donc étude de cas numéro 2. Donc là, c'est une maison neuve de lotissement. Avec des murs en monumur, ouais, murs maçonnés. Et là, isolation par l'extérieur, intégrale, donc tout autour de la maison. Et là, on est sur du béton de chanvre. Alors, je reviens juste en arrière. Effectivement, on a expérimenté le béton de roseau. On n'a pas de photo du béton de roseau. Si, ça, c'est le béton de roseau, ouais. Donc voilà, on a expérimenté ça. Bon, rien de très particulier concernant la mise en œuvre. Voilà, ça se fait. Enfin, c'est la même chose hein, que le béton de chanvre. Donc voilà, il y a pas de différence, à part l'absorption, on sent vraiment l'absorption d'eau. Hein, quand on met en œuvre, on voit que la chaîne vote absorbe vraiment la flotte, et c'est vraiment pas le cas du béton de roseau. Voilà, donc sur ce projet, je termine juste là-dessus, ouais, on fera des carottages quand même, parce qu'il y a un endroit où on est isolé par l'extérieur, on a aussi, pour des questions de rattrapage, on va dire, de défaut de mur, on a aussi fait une petite partie isolée par l'intérieur, donc on a un mix extérieur-intérieur, et on fera des petits carottages, voir un peu comment ça réagit dans le temps. Ça, on l'a vu avec le client. Donc, voilà. Et ce sera l'expérimentation de ce type-là, carottage et instrumentation, sera beaucoup plus importante dans le projet 3 que je vais vous présenter. Donc, passons au projet numéro 2, donc maison individuelle, construction neuve, panneau de roseau en isolation par l'extérieur sur briques monomures. Donc là, on a 3 photos. On voit l'évolution du chantier, donc la maison à nu, puis on voit les roseaux, et ensuite, enfin, les enduits. C'était des enduits plâtre et chaud, donc un mélange de plâtre et de chaux aérienne. Voici la machine qui nous sert à projeter le béton de chanvre. Donc, il est légèrement humidifié pour éviter les poussières sur une bâche, puis il est mis dans la grosse trémie là que vous voyez derrière. Ensuite, ça passe sur un tapis roulant et ensuite c'est projeté. Voilà, donc ça c'est le complexe qu'on a mis sur le mur. Donc, même chose, hein, on a une structure bois qui là est un peu plus importante. Qui maintient les panneaux de roseau. On a un petit larmier en zinc et en sous-bassement, il y avait déjà un isolant en place, c'était l'isolant polystyrène, hein, ça c'était l'existant. Et donc on est venu isoler les monomures au-dessus
avec ce complexe béton végétal et panneaux de roseaux. Voilà les photos, comment ça se présente. Donc on voit sur la gauche les bois avec les équerres. Donc bon voilà, on va pas se mentir, hein, on a fait du scellement chimique dans le monomure parce qu'on n'a pas réussi à faire tenir les équerres autrement. Donc voilà. Et on voit pas bien sur la photo, mais on a renforcé un petit peu autour des fenêtres pour supporter des volets qui étaient assez costauds. On le verra sur la diapo suivante. Sur la droite, on voit une fois le mur avec tous les panneaux de roseaux. Alors, on voit bien les rosaces plastiques, tu en parlais justement. Alors, les rosaces plastiques, on a choisi d'utiliser les rosaces parce qu'on utilisait d'autres méthodes avant de fixation, notamment les agrafes. Mais les rosaces permettent d'avoir l'ensemble déconstructible. Donc, c'est pour ça que ça nous a séduit. Alors, certes, c'est des rosaces plastiques, mais déjà, on en met beaucoup moins que d'autres types de fixation. Et il y a une petite cupule qui permet de cacher la vis. Et si on utilise des enduits terre, comme la terre est réutilisable, on peut décrouter la terre, réutiliser la terre. Ensuite, on peut enlever ces cupules, récupérer les vis, récupérer les rosaces, récupérer les panneaux et éventuellement revaloriser le béton de chanvre. Donc voilà, on a essayé de partir sur un truc vraiment déconstructible pour à terme n'avoir quasiment aucun déchet et pouvoir tout revaloriser. Voilà la façade finie. Donc là, les gonds des volets, des futurs volets sont plantés dans le bois, c'est recouvert d'un enduit. Et voilà, donc là, il y avait un petit renfort de structure pour supporter la charge des volets. Les fenêtres sont quand même assez importantes. Donc voilà, donc enduit plat très chaud. Troisième étude de cas, donc ça c'est à Neuvillers-les-Savernes, donc c'est une maison alsacienne, on le voit sur la photo de gauche, avec une petite grange attenante. Et l'idée c'est d'en faire des gîtes. Et d'expérimenter pas mal de techniques dans l'éco-construction. Donc on a du béton végétal, il y aura du béton de roseau, et il y a aussi également de la botte de paille dans la grange. Et voilà, bien sûr, hein, tous ces isolants biosourcés sont utilisés en mur et en toiture. Voilà, donc ça c'est un détail de la grange. Donc la grange en toiture est isolée en botte de paille, et une partie du mur, notamment le mur mitoyen, est isolée en béton végétal, et la partie sous-bassement en pierre est aussi isolée en béton végétal. Donc là, on voit un détail sur la droite du sandwich. C'est dans la maison dans la partie maison alsacienne, où on voit que les pans de bois sont remplis avec une petite structure de bois et le panneau de roseau à l'extérieur. Donc on le voit aussi sur la photo de gauche. Et là, comme tu parlais de la résistance à l'humidité des panneaux de roseau, ces panneaux de roseau sont exposés aux intempéries là depuis 3 ans maintenant. Voilà, enfin, presque 3 ans, ça n'a pas bougé. Et là, donc, sur la photo de droite, on voit les réseaux, hein, on voit une petite gaine qui passe dans le béton végétal, et donc panneaux de roseau de part et d'autre du pan de bois. Voilà, ça c'est le sandwich présenté de manière schématique. Donc on a les pans de bois, c'est les grosses poutres carrées là, on rajoute une petite ossature bois sommaire contre le pan de bois, une petite ossature bois entre les pans de bois pour pouvoir fixer le panneau de roseau de 2 cm d'épais là à l'extérieur, qui va recevoir l'enduit. En plat très chaud, ça va être aussi en extérieur. Et à l'intérieur, on a un panneau de roseau de 5 qui fait lui aussi complément d'isolant et qui fait aussi support d'enduit, donc avec de la terre, une trame dedans et des enduits de finition. Voilà, là on arrive sur un point singulier autour d'une fenêtre. Donc là, je parlais d'étanchéité à l'air avant. Donc là, on a expérimenté une petite. Alors c'est des méthodes assez connues hein, dans le monde de l'éco-construction, l'étanchéité à l'air à base de filasse. Ça se fait à la terre, en Autriche ils font ça à la terre, nous on a fait ça avec le plat très chaud, ça marche plutôt bien. Et donc là ensuite, par-dessus ça, ensuite il y aura de la trame aussi qui va venir en toile de jute, qui va venir habiller un petit peu ce qu'on voit là, ce mélange de filasse et de plat très chaud, et trame qui va être noyée ensuite dans l'enduit terre qui sera projeté sur le panneau de roseau. Et on voit qu'au niveau de la tablette, il y a ce sandwich béton végétal, structure bois et panneau de roseau. Alors, on le retrouve sous forme schématique en haut. Et ça, c'est dans la partie grange de ce projet-là. Donc, on voit la jonction maintenant entre les 2 étages. Donc, on a un mur maçonné, donc en partie en rez-de-chaussée, qui a reçu une structure bois donc, contemporaine sur le dessus, donc en ossature bois classique, on va dire. Donc, on voit les 2 lisses là-dessus qui reposent sur la maçonnerie. Donc, avec un bardage extérieur qui est ici, et avec un petit larmier là. Et là, au-dessus, c'est de la botte de paille. Et après, là, on a la solive qui est représentée ici, qui repose sur la maçonnerie. Et dans la partie basse, c'est un béton végétal qui remonte entre les solives et qui fait la jonction ici sur le dessus de la maçonnerie avec les bottes de paille. Donc voilà, on a vraiment une continuité de l'enveloppe isolante et un mix entre bottes de paille et béton végétal.
Voilà, ça c'est un exemple de cloison intérieure dans la maison alsacienne. Donc là aussi, entre les pans de bois, on met du panneau de roseau de part et d'autre. Et là, le remplissage, on a essayé un remplissage avec terre-paille et récupération de matériaux. Donc c'est un peu tous les déchets de chantier au final. Les résidus, les chutes de laine, les broyats de roseaux, ce qui traînait un peu par terre, les résidus de balayage qu'on a mis dedans. À voir à terme après en termes de phonique ce que ça donne. Bien sûr, les panneaux de roseaux seront enduits de part et d'autre à la terre. Et, voire au plâtre, on verra, on va justement expérimenter différents matériaux. Donc ça c'est dans la partie grange à nouveau, donc c'est le complexe de toiture. Donc on est en structure chevron porteur là, donc c'est les chevrons qui reposent à la fois sur la faîtière et à la fois sur le mur d'ossature. Les chevrons donc sont très hauts, ils font 40 cm de haut, une hauteur de botte de paille. C'est 2 madriers qui sont connectés par des connecteurs OSB. Donc c'est un truc assez classique qu'on retrouve dans le bouquin de Luc Floissac, La construction paille. Et voilà, donc les chevrons sont hauts, donc ils prennent toute la charge. Et les bottes de paille sont mis entre. Et après là, on a mis un parapluie souple pour le coup au-dessus, avec l'attage, une bonne lame d'air pour le confort d'été, même si la botte de paille c'est plutôt bon pour le confort d'été. Et enduit terre intérieur, sur panneau de roseau à nouveau. Voilà, on est fini. Si tu veux reprendre la parole. Oui, juste avant de passer à la partie questions, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont bien voulu pendant mon stage m'accorder de leur temps pour répondre à mes questions et faire cette synthèse en fait de connaissances sur le roseau, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment disponibles pour me rencontrer, répondre au téléphone, répondre aux mails. Donc je vous remercie vraiment tous pour ça, puisque sans vous ce travail n'aurait pas été possible. Et je remercie aussi toutes les entreprises locales, notamment Bâti Libre, qui m'a accueilli dans ses locaux et m'a beaucoup accompagné sur ce projet. Et également l'entreprise Lanterre qui s'est montrée très disponible. Et bien sûr, l'ensemble de mes collègues du parc. Et enfin, les étudiantes chercheuses Carole Léman et Mathilde Honoré qui m'ont aussi beaucoup accompagné sur ce projet. Voilà, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Mille merci Louise. Ça a été super intéressant et aussi à toi Manu. Avant qu'on passe aux questions, juste pour pour les architectes qui ont besoin des certifications qu'ils ont participé à cette conférence, merci de nous faire un message dans le chat, comme ça c'est repris, noté avec voilà. Et on va vous envoyer l'attestation. Ok, merci beaucoup. Je vais juste dire des questions qui ont été demandées dans le chat. Alors, à part, Maxime Baudron demande, à part des règles pro pour le chaume dans le PNR de Bruyères, existe-t-il d'autres démarches actuelles ou à venir de normalisation avis technique sur les produits fabriqués à base de roseaux? Sur ce, Anne Bracelet a dit le parc Bruyères coordonne l'élaboration des règles pro pour la couverture en chaume avec l'ANCC et la COP Action pour l'ensemble de la falière. Pour une présentation en C2P, elles seront accompagnées de PV techniques et de la mise en place d'une formation à CRP. C'est en cours, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres démarches ? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres démarches type avis technique pour l'instant sur le roseau. Il faudrait en fait développer cela. Donc, moi, dans mon projet, j'ai réfléchi. Donc, ce serait intéressant de faire un avis technique, mais il faudrait l'aide d'industriels pour avoir des fonds financiers. Ou alors, ce qui serait intéressant, c'est de développer des règles professionnelles sur les bétons végétaux de manière générale, en fait, et de pouvoir en fait spécifier ensuite pour les différents végétaux. Donc il y a déjà, c'est des amorces qui sont en cours, mais on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Et sinon, il existe une norme CE sur la fibre cellulosique sur la fibre cellulosique qui est plutôt adaptée à la ouate de cellulose, mais étant donné que le roseau présente de la cellulose, on pourrait se baser, en tout cas s'inspirer de cette norme CE, mais d'un point de vue règle pro et ATEC, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de réglementation existante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui a connaissance de ça, en fait? Il y a connaissance d'autres
Atex ou... Ok, on passe à la prochaine question. Alors, Pascal Marion demande le prix qui a été donné, est-il en TTC ou en hors taxe? Alors, sur le mur. sur le mur, le complexe de mur, les 170 €. C'est peut-être ce que j'ai précisé pendant la présentation. Sur les 170, c'est hors taxe. Ok. Et Anne Bracelet, pardon, il y a une autre question sur le prix, c'est question aussi sur le prix hors taxe mètre carré de ITE, roseau sur briques monomur dans l'étude de cas numéro 2. Bon, ça, je ne sais plus. On était dans les 100, dans les 150, je crois, ou 160. Tu peux le retrouver? Je crois. C'est ça? Ok. Et Anne Bracelet demande certains panneaux semblent posés verticalement, d'autres horizontalement. A-t-il une raison? Ouais, alors en général, on pose les fibres perpendiculaires à la structure bois. Parce que comme je le disais, les panneaux de roseau sont souples dans un sens, mais rigides dans l'autre. Donc, pour favoriser la rigidité de la structure, 164 € pour l'ITE. Donc, pour favoriser la rigidité de la structure, on les met perpendiculaires donc à la structure bois. Ce qui est surtout vrai pour les laines, quand on met des laines derrière, parce que ça nous arrive, hein, si ça a du sens. Mais dans le cas d'un béton végétal, c'est pas forcément nécessaire parce qu'en fait, le béton végétal va rigidifier la structure. Donc voilà, mais on essaye de le mettre perpendiculaire. Donc oui, ça a du sens, mais voilà, dans certains cas, pas forcément, dans le cas de béton végétal. Il y a une question sur la comparaison entre le roseau et la paille du point de vue de la production du matériau, surtout concernant la consommation d'eau pour le poursuivre, vu la raréfaction de la ressource en raison du changement climatique. Alors, on avait parlé un peu de cette question-là, notamment avec le pôle nature du parc. Donc, si je me trompe, vous pouvez me corriger, mais on avait dit que, selon les professionnels du pôle nature, il n'y avait pas de risque de raréfaction de la ressource en roseau pour l'instant. Parce que si j'avais bien compris, il y a des espaces qui vont s'assécher, mais d'autres qui vont se réhumidifier. Et donc, d'ici à ce qu'on ait une raréfaction du roseau, c'est pas en tout cas pour tout de suite. Par contre, la première partie de la question avec la paille, j'ai pas très bien compris. Je sais pas du coup si j'ai compris, si j'ai répondu complètement à la question ou pas. Vous voulez reposer la question? Pardon, allez-y. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser la paille plutôt que le roseau, parce que le roseau finalement c'est lié à l'eau et que l'eau est une problématique majeure en fonction par rapport au réchauffement climatique. C'est ça, oui. Donc, je dirais, la paille, oui, c'est super intéressant, il faut le faire, mais pour l'instant, c'est très propice au neuf. C'est-à-dire que la botte de paille, quand on arrive quand on crée la structure, on peut la créer en fonction de la botte de paille. Le roseau se prête plus à la rénovation. La paille, c'est plus compliqué. Alors, bien sûr, on peut utiliser la paille de lavande en vrac, tout ça, mais le roseau, le chanvre, s'y prête quand même mieux pour plein de raisons. Et puis, si j'avais bien compris, il y avait aussi l'histoire que le roseau, il nécessite aucun traitement avant et pendant l'utilisation, et ce qui n'est pas, ce qui n'est pas négligeable en fait par rapport à d'autres végétaux, par exemple. Il y a une question concernant le coût du roseau broyé comme matière première. Je constate dans le cadre du chantier expérimental Cobauge un prix 4 fois plus élevé que la chaîne Voth. As-tu des éléments de comparaison sur des expériences dans l'Est? Alors, je n'ai pas tout à fait compris, mais pour ce qui est du prix dans l'Est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, c'est assez difficile parce qu'on est en train d'établir en fait un partenariat avec Entraide d'Emploi pour pouvoir commercialiser ce broyat de roseau. Mais actuellement, on n'a pas encore réussi à estimer le prix du broyat, sachant que ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que le but pour le développement du roseau, ce serait de penser que comme de toute façon, il faut couper le roseau et couper la roselière pour la gestion de la roselière, ce coût ne serait pas pris en compte, en tout cas dans un premier phase de développement, dans le prix du roseau. Et le but, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, notre but, ça serait quand même de se baser au maximum sur le prix de la chaîne Voth.
pour pouvoir justement, parce que pour nous c'est un des facteurs clés pour que le roseau puisse se développer, mais je suis désolée, on n'a pas encore d'informations sûres sur les prix actuellement. Ouais, je pense que c'est un peu encore assez aléatoire dans le sens où ça dépend du producteur, ça dépend de s'il veut se faire une grosse marge dessus ou pas. Le chanvre, bon, voilà, on sait, c'est bien calibré, voilà, c'est vendu maintenant de manière assez classique comme litière pour chevaux ou autre. Roseau, ben voilà, c'est le début, donc je pense que les prix peuvent être vraiment très fluctuants en fait. J'ai une remarque de Anne Bracelet. La paille est cultivée et le roseau récolté, non? Est-ce que vous voulez dire un peu plus... Oui, je crois. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus, pardon, sur cette question? Oui, oui, enfin c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'avantage du roseau, c'est que la roselière, elle est existante, elle est là. On va plutôt chercher à la préserver et à réguler sa gestion plutôt que de vouloir en faire de la culture. Quand je parlais de la culture avec la Gemapi, ça serait une solution pour développer le roseau si jamais son développement venait à augmenter et qu'on en avait besoin dans la région Grand Est. Mais comme j'ai dit, en Camargue, il en existe déjà beaucoup. Et qui plus est, en plus du fait qu'il soit juste récolté et pas semé comme d'autres végétaux, c'est que même si on venait à semer du roseau, et comme il a des propriétés de phytoépuration, d'assainir l'eau, de pouvoir retenir les berges, finalement, d'un point de vue écologique, même si on le plantait, il aurait plus d'avantages, selon moi, que d'inconvénients à consommer de l'eau. Par exemple, on ne va jamais penser à aller arroser du roseau comme on pourrait faire des cultures. Il faut juste conserver les milieux humides. Ouais, c'est ça. Mais après, la paille est intéressante aussi, hein, parce que ça peut nourrir les hommes. Donc, c'est du blé ou de l'orge. On a posé la question, pour revenir sur le roseau, à nos fournisseurs de panneaux de roseau. Et on leur a posé la question si maintenant le roseau amenait à être développé en masse pour isoler une grosse quantité de maisons, est-ce que ça pourrait suivre en termes de ressources? Donc ils ont été assez clairs là-dessus. En tout cas, concernant les ressources des pays de l'Est, oui, il y a largement ce qu'il faut. C'est des dizaines de milliers de mètres carrés et on n'impacterait pas forcément les écosystèmes, même si on consomme du roseau en masse. Et ça c'est c'est du TIFA ou c'est le même que tu trouves dans les Vosges? Phragmite aussi? Ouais. D'accord. Ok. Quelle est la méthode de récolte du roseau que vous avez utilisée, hauteur de coupe et compagnie? Alors pour l'instant, on est encore, donc je pense que le pôle nature pourra encore mieux l'expliquer que moi, mais je ne sais pas s'ils sont présents ici. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur des tests de machines. Donc on est vraiment en train de tester différentes machines et comme je le disais, le but ce serait d'avoir donc en fait c'est un tracteur avec des roues qui sont spéciales pour être les moins lourdes possibles pour le moins abîmer le milieu et qui vont venir couper. En fait elles ont des éléments de coupe et des éléments de broyage qui vont auto-charger dans une remorque le roseau. Et pour la hauteur de coupe, on n'avait pas de spécificité, ça dépendra, on fera plutôt avec la machine qu'on arrive à faire arriver dans le milieu, puisque c'est vraiment une grande question de réussir à faire avoir une machine et de la faire intervenir au bon moment de la saison pour que le roseau soit sec, mais que le milieu ne soit pas trop humide pour ne pas venir le détériorer. Ok. Il y a une question. Les produits roseaux présentés sont-ils en cours de labellisation produits biosourcés de Kiribati? Pas pour l'instant, puisque justement les produits que nous avons présentés comme axe de développement pour le parc sont encore à l'échelle très expérimentale. Donc on n'en est pas encore à cette échelle de développement en fait. Donc pour avoir une labellisation, il faut déjà un produit qui soit bien développé. Pour l'instant, on n'a pas encore de système assurantiel, comme je le disais, et le béton de roseau est mis en œuvre par Batilim, mais on n'a pas encore des sacs prêts à l'emploi. Ça serait le but d'avoir ça, mais avant d'avoir un label, je pense qu'il faut déjà qu'on soit sûr de nos mélanges et de la mise en œuvre qu'il faut qu'on fasse. Le béton de roseau est vraiment expérimental. Le panneau, quand on achète du panneau de roseau, il y a des fiches techniques. Après, voilà, en termes de tout ce qui est normes, il y a eu quelques tests au feu, ils sont quand même rares à trouver. Voilà. Mais il n'y a pas de label. Pour le béton végétal à base de roseau, ouais, là, il n'y a rien du tout. C'est vraiment expérimental.
Après votre cas numéro 1, rénovation intérieure, quel est l'avantage d'utiliser le panneau de roseau pour coffrer le béton végétal plutôt que de tout projeter et d'avoir un complexe isolant homogène? Alors, c'est ce que je disais, j'en ai parlé un petit peu, c'est que ben, on voulait réduire, nous, la quantité de liant nécessaire pour mettre en œuvre le béton végétal, donc que ce soit du béton de chanvre ou du béton de roseau. Donc, si on projette de face, donc on a quand même des guides en bois qu'il faut quand même mettre en place pour dresser en fait le mélange qu'on projette contre le mur. Alors, il est riche en liant, donc il va coller contre le mur, et ensuite il va falloir le dresser. Donc, on avait des pertes qu'on peut éventuellement remettre dans la machine et reprojeter derrière. Mais c'était physique, voilà, on voulait quelque chose qui soit plus simple à mettre en œuvre, plus performant, éventuellement plus économique. Voilà, on a réfléchi à ça et quand on s'est penché sur la question du panneau de roseau, ça nous a pas mal séduit et on s'est dit ben tiens pourquoi pas se faciliter un peu la tâche, hein, parce qu'il faut être honnête, à la base c'était un peu ça. En mettant le panneau de roseau et en projetant derrière. Et on s'est dit, ben, comme ça, on pourra réduire vraiment la quantité de chaux, parce que l'objectif, c'était vraiment ça. Pour nous, la chaux, c'est bien, mais enfin, si tout le monde se met à isoler avec une grosse quantité de chaux, ben, c'est problématique aussi en termes d'énergie et de bilan carbone. Parce qu'il faut le brûler, le calcaire, quoi. Et donc voilà, ça nous a permis de faire ce coffrage, de réduire de 50% le liant, hein, et de réduire aussi l'eau, d'améliorer le temps de séchage, d'être plus performant pour des épaisseurs équivalentes, d'être aussi plus économique. On a pu baisser les coûts. Donc voilà, et après, on est moins aussi obligé d'attendre le séchage du béton végétal pour pouvoir venir enduire à la terre dessus. Voilà, donc pour nous, il y avait vraiment beaucoup d'avantages. Et c'est aussi, bon, alors le béton de chanvre projeté comme ça de face est aussi déconstructible d'une certaine manière, mais tout comme notre méthode, quoi, où on peut récupérer vraiment tous les matériaux. Ok, merci. Ouais, le bilan carbone est très important là, dans cette réflexion. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez testé. Marie-Angèle Sanchez demande, a-t-il eu des études ou des essais sur les potentiels relargages de polluants des roseaux utilisés en phytoépuration? À mon avis, relargués. Alors, tu dois essayer de répondre. C'est par rapport au fait que le roseau capte des éléments peut-être nocifs lors de la phytoépuration. Marie-Angèle, c'est ça que tu voulais dire? Elle est peut-être plus là. Mais je pense que on a déjà eu cette question, mais c'est donc c'est un peu la note la condition que je disais à l'utilisation. Après on en avait discuté avec le SDEA, si je me souviens bien, dans une réunion, et qui disait qu'il fallait qu'il y ait une analyse biologique de ces roseaux qui soit faite avant leur utilisation. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'était potentiel de développement de la ressource, mais il y a bien sûr la condition de vérifier qu'il n'y ait pas des substances qui restent dans le roseau. Donc c'est vraiment, enfin c'est une remarque qui est pertinente et c'est notamment. Après, il faut relativiser un peu, c'est-à-dire que le roseau pousse en phytoépuration, c'est-à-dire que certes il va pouvoir capter des choses un peu pas très bien, mais après s'il en est composé, est-ce qu'il va vraiment les relarguer? Effectivement, c'est à tester. Bon, moi, je suis pas très nerveux par rapport à ça, mais oui, il faudrait faire des tests. Pouvez-vous nous en dire plus sur la loi GEMAPI? Par ailleurs, comment faites-vous pour réaliser les travaux avec des matériaux avec du roseau chez des particuliers? Sauf erreur de ma part, il n'existe pas de cadre réglementaire. Freestyle. Non, ouais, bah oui. C'est une question à poser, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a Bertrand derrière. Donc effectivement, ouais, il n'y a pas de, on fait ça avec l'accord du client et effectivement, voilà, c'est ni plus ni moins. Après, nous, dans notre démarche, s'il y a le moindre problème, on s'engage à refaire, voilà. Ça fait combien de temps vous travaillez avec ça? Le roseau, ça fait 4 ans maintenant. 3 ans. Les premiers retours sont plutôt. Aucun retour. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Il y a eu un retour on est allé voir un ancien chantier. C'était assez intéressant parce que c'était une salle de bain qu'il fallait faire dans une ancienne grange. Alors la grange était attenante à la maison. Les deux communiquaient. Il y avait des murs mitoyens. Et
Et il y avait une fenêtre dans cette salle de bain, et de l'autre côté de la fenêtre, c'était une serre tropicale. Alors bonjour en termes d'humidité, et un mur, le mur maçonné, donc il ne donnait pas sur la partie grange et ni là sur la partie habitation, c'était le quatrième mur. Donc il y avait le troisième mur, c'était une serre tropicale, et l'autre mur, c'était un mur qui était enfui. Donc de l'autre côté, il y avait de la terre, c'était un mur enterré. Et là, qui était légèrement humide. Donc là, on a d'abord fait un enduit, correcteur thermique. Donc on a mis du de liège, un enduit plat très chaud sur ce mur-là. Et c'était très légèrement humide, hein. Et ensuite, on a mis le panneau de roseau par-dessus, on a enduit à la terre ensuite, et on a mis une bonne couche de terre un peu partout. Un mur a été plâtré. Et ensuite, finition à la chaux aérienne. Et ils ont donc installé leur douche là-dedans, avec un petit coin de buanderie. Voilà, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi. C'est un des premiers chantiers roseau, pas de souci. Voilà, maintenant, il faut attendre, hein. Bon, je pense qu'on ne fera pas de carottage sur ce chantier, hein, comme on le fera à Neuvillers ou à Val-d'Erzbar. Mais voilà, pour l'instant, les enduits sont nickel. Il n'y a pas de fissuration, rien du tout, pas de tâches, rien. Et c'est une salle de bain, en fait, dans un contexte un peu hostile, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Bien sûr, on a mis une ventile, hein, on a mis une ventilation quand même, évidemment. Dans le même ordre, Sandrine Carmas dit, à l'instar du chanvre, une association représentant la ressource roseau va-t-elle se créer et formaliser des règles professionnelles? Et j'ai une remarque là-dessus. Cette conférence, elle était aussi un peu organisée quand elle était encore en présentiel pour créer un réseau qui s'intéresse sur le roseau. Alors, à vous de nous transmettre votre volonté de soit créer une association, soit de créer un petit club, et on peut faire l'animation au niveau de Envirobat Grand Est et avec, je pense certainement le parc. Alors, il y a une volonté de l'Adréal et de la région Grand Est d'essayer de continuer ce développement. Mais comme tu l'as dit, en effet, le but de cette conférence, c'était vraiment de vous donner envie et de montrer où on en est maintenant, et aussi d'avoir des acteurs qui sont intéressés à se regrouper et à aider pour le développement du réseau, parce que comme vous voyez, il y a encore beaucoup à faire, et il faut des gens motivés, il faut des gens qui ont envie de s'investir et de porter les projets, puisqu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça, c'est des porteurs de projets qui vont pouvoir développer ce roseau et la filière. Donc pour l'instant, c'est en cours, mais de là à dire qu'on est en voie de règle professionnelle, ça serait super, mais il faut encore des gens et de la motivation. Donc si vous avez envie, c'est le moment de se manifester en tout cas. Un instant. Est-ce qu'on pourrait trouver une liste des parcs, des régions, ou parcs ou régions valorisant la filière roseau en France? Alors, une liste des parcs, non. Par contre, j'ai déjà donc cité, pour moi, les parcs qui interviennent le plus, c'est les 2 que j'ai cités. Donc, il y a le parc des Vosges du Nord qui s'y intéresse là, bien sûr, le parc de Brière avec Anne Brasselet et la toiture en chaume, et le parc du Cotentin et du Bessin pour la Bauge. Et je pense qu'il y a aussi le parc de Camargue, mais avec qui j'ai pas eu de contact, donc je peux pas m'assurer qu'il y ait quelque chose. Mais par contre, je pense que c'est tout. S'il y a d'autres personnes qui veulent se manifester et que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas. Mais je pense que c'est ces 3 parcs principalement. Et donc, une analyse un peu de la ressource et de la filière avait été faite sur le parc du Cotentin et du Bessin. Et je pense qu'elle sera publiée ultérieurement. Il y a une question. Vous n'avez pas eu de problème de développement fongique dans vos isolants dans les rénovations? En partie, tu as déjà répondu, mais alors, je vais en dire d'autres choses. Ouais, petite précision, à Neuvillers, on en a eu. Alors, on a fait un test en conditions un peu extrêmes. C'était vraiment la période froide qui approchait. Donc, on a quand même pris voilà, on avait envie de le faire. On a été un peu pris par le temps avec tous les chantiers et tout. Et on s'est dit, bon, c'était Neuvillers, hein, c'est nos chantiers à nous, hein, donc c'était pas chez un client. On a pris le risque sur nos chantiers à nous. Et on s'est dit, bon, on va faire un béton végétal, c'est un béton de chanvre derrière panneau de roseau, en période c'était pas le cœur de l'hiver, hein, c'était décembre, en période froide. Donc on frôlait les zéros la nuit. Et effectivement, en surface, donc on a enlevé le panneau de roseau et on a vu en surface un développement de moisissure. Des petites taches noires. Alors c'était rien en profondeur. Le béton chanvre n'était pas humide. On a gratté un peu tout ça.
Ça a séché, voilà, et après on a remis le panneau et là tout va bien. Mais donc voilà, on a flirté un peu avec les limites, on s'est dit bon effectivement, faut quand même alors le mélange était déjà allégé, hein, donc effectivement avec une faible teneur en eau, mais voilà, on s'est dit il faut vraiment être quand même vigilant, évidemment, il faut être vigilant sur les conditions climatiques dans lesquelles on fait ce genre de truc. De toute façon, dès qu'on utilise de l'eau, hein, que ce soit pour des enduits, du minéral ou effectivement du béton végétaux. Voilà. Il paraît qu'il y a aussi le parc de Camargue et celui des boucles de la Seine normande qui sont concernés. D'accord. Ok. Un instant. Alors, donc, on va faire... Ok, il y a plein de compliments, vous deux. Un instant, il faut que je cherche des questions. C'est gentil. Merci. Et tout, il y a beaucoup de gens qui demandent d'avoir alors les présentations. Alors, la présentation sera sur notre site et le film sera sur notre chaîne YouTube et le podcast sur SoundCloud. Ok. Alors, ok. Il y a pas mal de monde qui est intéressé par le groupe de roseaux. Ça, c'est chouette. Il y a Albert Dublard qui demande, il y a une certaine quantité de roselières existantes. C'est d'Urbe, Vallée d'Ethan, par exemple, Vallée de la Bruche, entre Urmat et la gare d'Alingberg, par exemple. Le Z d'Urbès. Le Z d'Urbès. Pardon, excuse-moi. Oui, du coup, sur la cartographie que j'ai montrée tout à l'heure, en effet, la Ligue de protection des oiseaux m'avait indiqué d'autres roselières qui sont présentes. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est surtout, il y a d'autres roselières qui sont présentes, mais c'est ce que j'ai dit, il faudrait cartographier ces roselières de manière plus précise parce qu'en fait, il faut connaître la gestion de la roselière. Est-ce qu'elle est en environnement, en ENS? Si elle est protégée et que donc les gestionnaires veulent la laisser évoluer comme ça, ou si ils veulent la couper. S'ils veulent la couper, est-ce qu'ils veulent la couper en hiver ou en été? Donc, est-ce que c'est du roseau vert? Donc, en effet, il y a encore un gros travail de cartographie puisque des roselières, on en a, mais est-ce qu'elles sont accessibles avec la machine? Est-ce qu'elles sont en quantité suffisante, on va dire, pour que ça soit intéressant de faire intervenir une machine? Donc, c'est aussi répertorier. Il y aura un autre stage à faire, en fait, sur le fait de répertorier justement cette roselière, la faisabilité de la ramasser et quelles sont les gestions et contacter l'ensemble des gestionnaires pour voir si c'est des gestionnaires privés, s'ils ont envie de la couper ou pas. Donc, et l'impact sur les écosystèmes, tout ça, quoi. Donc, nous, on sait, le parc sait ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire, on va dire, sur sa roselière. Et pour le reste, j'ai déjà contacté plusieurs acteurs, mais il faudrait en fait faire un travail vraiment à cette échelle-là aussi. Ça, et aussi la volonté peut-être de créer des nouvelles roselières à des endroits où il y a l'inondation qui devient de plus en plus fréquent à cause du changement climatique. Du coup, il y a effectivement, je pense, un travail à faire. Il y a François Lierman qui dit plusieurs choses, entre autres, porteurs et investisseurs sont à trouver maintenant. Juste comme remarque. Ok. Alors, pour l'estuaire de la Seine, principalement la maison d'estuaire en lien avec le PNR des boucles de la Seine normande. Juste pour... Ok. Ok. C'est bon. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question avec la caméra ou par micro? J'aurais bien une question. Je cherche depuis tout à l'heure le chat. Je ne sais pas, je ne le trouve pas. Bon, bref. Je t'expliquerai, Thibaut. Ouais, je veux bien. Ouais. Merci, Albert. J'ai toujours besoin de Thibaut, il y a des points. J'ai mis 3 quarts d'heure pour le trouver. Bon, bref. On va faire un cours du programme la prochaine fois avant de commencer la conférence. En tout cas, je m'associe aux félicitations. Je vous remercie pour la présentation et la qualité de votre travail. J'avais juste une question. Il y a une diapo en fait, où vous parlez d'un entretien tous les 3 à 5 ans, je crois, en façade. Je voulais savoir quelle était la nature de cet entretien, justement, parce qu'on a vu que la durabilité était plutôt bonne, etc. Donc, en quoi s'agit-il?
Du coup, là, j'aimerais bien avoir l'appui, je pense, de Anne Brasselet qui pourra, à mon avis, mieux répondre à cette question que moi, puisque j'avais pas beaucoup de détails sur la toiture en chaume. Je penserais que l'entretien de 3 à 5 ans, enfin, c'était un nettoyage, je crois, de 3 à 5 ans. Donc, pour moi, ça serait nettoyer, donc enlever les mousses ou les choses comme ça. Voilà, Anne, je pense que vous pourrez plus répondre à cette question que moi. Oui, alors nous, on travaille sur la sensibilisation des propriétaires, notamment à l'entretien de leur couverture, parce que c'est quelque chose qui a été un peu délaissé par rapport aux décennies précédentes. Et l'entretien consiste à une visite de contrôle en fait réalisée par le professionnel pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y ait pas de point de rétention d'eau favorisant la dégradation prématurée des couvertures. Donc, il peut s'agir de simple démoussage ou de nettoyage de la couverture, mais c'est aussi reboucher les petits trous faits par les oiseaux, parce que ça arrive parfois, ou après des réparations un peu plus importantes sur des zones qui sont anormalement dégradées. Mais voilà, il vaut mieux avoir un suivi régulier. Alors après, les professionnels disent que dans les 10 premières années, il n'y a pas forcément besoin d'une surveillance régulière, que c'est à partir de 10 ans où là, il faut venir régulièrement tous les 2 à 5 ans. Après, ça dépend vraiment des couvertures, de l'environnement dans lequel elles se situent, si elles sont beaucoup ombragées ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, il y a un guide de sensibilisation à l'entretien qui est disponible sur le site internet du parc de Brière, sur lequel on a travaillé avec les professionnels et les propriétaires de chaumières. Je pense que j'aimerais rebondir juste là-dessus. Je pense que l'entretien, les délais sont rallongés pour les murs. Hein. C'est moins fréquent que pour la toiture. Oui, d'ailleurs, dans la présentation, il y avait une durabilité inférieure annoncée pour le chaume posé en paroi verticale par rapport à une couverture. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le contraire, puisque plus le roseau est incliné, meilleur est l'écoulement d'eau. Et donc, Ok, merci. Alors, il y a une question de Jérémy Rioux. À part vous, quels sont les autres acteurs dans la filière intéressés par la valorisation du roseau dans les matériaux de la construction? Du coup, à l'échelle nationale ou régionale. À l'échelle nationale, donc j'ai balayé pour répondre vraiment de manière exhaustive. Il faudrait que je reprenne le schéma de la filière que j'avais fait. En fait, les personnes intéressées au niveau de... Je vous repartage juste du coup mon écran. Voilà, donc ce schéma, il servait notamment à ça, donc à montrer les différents acteurs intéressés. Donc au niveau de la ressource, donc il y a bien sûr le parc naturel régional des Vosges du Nord, il y a aussi le syndicat des eaux. Ça a coupé. Et ensuite, pour la récolte de la ressource, on a aussi la communauté de communes au niveau de Val d'Ouse et le conservatoire naturel des espaces, le conservatoire d'espaces naturels de Lorraine avec lesquels on a travaillé. Pour ce qui est de la transformation de la transformation, donc on aurait l'entreprise Lanterre que j'ai déjà citée, mais aussi surtout Entraide Emploi qui est intéressée pour nous aider au niveau de la coupe, du stockage et du broyat et aussi pour faire du paillis. Ensuite, on a aussi peut-être l'entreprise DJ Matériaux qui pouvait être intéressée pour la revente de produits et le stockage également. L'entreprise ETSCOM qui est donc l'entreprise qui a pour projet en Camargue de développer des panneaux de roseaux isolants. Ensuite, donc quelques architectes avec qui j'ai pu échanger qui seraient intéressés pour travailler avec le roseau, mais bien sûr, il faudrait qu'ils aient une formation. Donc, Émilie Gaillot, François Lierman et l'atelier d'architecture L'Or. Et pour les artisans, Lanterre, comme je l'ai dit, également Jacques Brederer et Étienne Maire qui seraient également intéressés
avec une formation. Et j'ai aussi pu échanger avec de nombreux organismes pour l'accompagnement du développement, donc des personnes de Caribati, des personnes de la QC, de la DREAL, la région Grand Est, CODEM qui est aussi un organisme qui aide au développement et la FRD qui aide au développement de broyats végétaux, donc Environbat Grand Est bien sûr, Laurent Garzinski. Les étudiantes, les chercheuses que j'ai déjà nommées, donc Mathilde Honoré et Carole Léman, et aussi dont on n'a pas parlé, le Gabion, qui va réaliser, qui va essayer de mettre en œuvre, c'est ça ils vont faire des tests, ils rénovent un manoir. Le Gabion, c'est un centre de formation basé dans les Hautes-Alpes. On essaie de monter une antenne qui sera cette année, qui s'implantera à l'Écomusée d'Alsace. Donc c'est une association qui fait depuis 25 ans de l'insertion et de la formation longue et courte en restauration du patrimoine et éco-construction. Et dans un de leurs propres bâtiments à la maison mère, donc sur Embrun, dans les Hautes-Alpes, ils vont expérimenter justement cette formule panneau de roseau, béton végétal, béton de roseau, enfin différentes méthodes en isolation par l'intérieur dans un vieux bâtiment en pierre. Et ensuite, il y avait les différents acteurs que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de le noter, je vous les reprécise. Donc, différents cabinets d'architecture et les parcs dont on a déjà parlé, donc auxquels il faudra rajouter les 2 parcs qui ont été cités par Katerina tout à l'heure. Et aussi les laboratoires de recherche, les artisans et Amaco. Après, il faut savoir aussi que, je rebondis aussi là-dessus, faut savoir que le panneau de roseau se vend déjà pas mal pour les autoconstructeurs, sachant que l'accompagnement à l'autoconstruction se développe de plus en plus. Nous, on est amené à en faire pas mal. Les gens sont prêts à prendre du temps pour faire eux-mêmes, ce qui fait réduire quand même considérablement les coûts. C'est un moyen justement de rendre l'éco-construction, qui est parfois effectivement un peu plus chère, de la rendre plus accessible. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Il y a une remarque de Anne-Claire Gestin. Elle a réalisé une série documentaire sur la filière roseau, de la rosière à l'architecture contemporaine, en 3 épisodes. L'un est notamment avec Anne Bracelet, je le salue, et il y a le lien dans le chat, pour ceux qui ont réussi à le trouver. Le chat. C'est des podcasts en fait que j'ai découverts ultérieurement après la fin de mon stage et que j'ai pu écouter, que je vous conseille d'aller écouter, qui sont très intéressants, et notamment avec des interviews de professionnels dans le roseau. Donc c'est assez complémentaire à ce que j'ai fait puisque ça parle pas des mêmes sujets, donc c'est assez intéressant. On va le mettre merci d'être venu dans le mail avec le lien pour le film. On va mettre le lien pour ces petits films. Ok. Il faut absolument favoriser et amplifier les filières émergentes et innovantes. Région Architecture pourrait être fédérateur dans ce type de démarche. Dixit, message de Gwenaëlle Verrier. Il faut absolument amplifier. Oh zut, mon chat ne fonctionne pas. Il y a le reste qui n'est pas affiché. Il faut absolument amplifier cette passerelle réseau entre grandes écoles, doctorants, etc. Et j'arrive pas à zapper en bas. Oula. Désolée. Ok. Entreprise innovante à travers la R&D, type grand atelier de l'île d'Abo au sein de la région Grand Est. Ok. Plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions orales encore? Ok. Je travaille à... Dernière question. Je travaille au CEREMA sur les propriétés acoustiques des matériaux biosourcés et géosourcés et je serais ravie de vous aider sur les caractéristiques acoustiques de ces matériaux. Génial. Alors, super. Ça, c'est vraiment bien. C'est Philippe Blé. Ok. Sur ce, je vous propose de terminer cette conférence qui a été vraiment très intéressante. Merci beaucoup à vous deux. Oui, merci à vous d'avoir été aussi nombreux à écouter et poser des questions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi encore. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.